Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sport TV 57. C'est le retour de notre émission Cocktail Sport. Bonsoir Jackie. Bonsoir Franck. Alors on est très heureux parce qu'on peut revenir enfin à l'antenne après toute cette période et surtout cette émission Cocktail Sport qui avait été mise en stand-by pendant quelques mois peut enfin revenir avec le retour des activités Jackie. Oui, et cette activité, elle est extérieure pour ce jour-là. Oui, nous sommes donc au stade de foot de Thionville et voilà, on a fait un beau studio extérieur aujourd'hui. Au sommaire de cette émission, nous recevrons les représentants des clubs suivants, bien sûr. Le nouveau club de Thionville, Lusitanos, club de football qui regroupe l'AS Portugais et le Thionville FC. Les représentants du Thionville Handball Moselle et le TFOC Volleyball et le Youth Handball féminin. Voilà pour le sommaire de cette émission et on va donc commencer tout de suite avec le club de foot de Thionville que nous accueillons donc sur ce plateau extérieur aujourd'hui. Avec nous sur ce plateau, donc nous recevons le club de foot de Thionville, Jackie, avec François Ventrici qui est donc le nouveau président du club, et Julien François qui est donc le nouvel entraîneur. Alors, on va commencer directement des questions à François Ventrici. Vous venez de prendre la présidence de cette nouvelle entité de Thionville, Thionville Lusitanos, comme je l'ai dit en sommaire, qui regroupe bien sûr les clubs de Thionville FC et l'AS Portugais de Thionville. Et vous venez de passer 6 années à la tête du CSO Amnéville. Je suppose que c'est la passion qui vous pousse ? Absolument, oui. J'ai toujours été passionné de football depuis de nombreuses années. Et voilà, c'est la passion qui continue à me motiver pour continuer. Avant de vous engager, je suppose que vous avez dû faire l'inventaire des forces et des faiblesses des deux clubs. Tout à fait. Donc effectivement, c'est deux clubs qui sont très complémentaires. On avait les Portugais de Thionville qui étaient très performants au niveau des jeunes, surtout au niveau de l'école de foot, où ils ont fait un travail extraordinaire. Et de l'autre côté, nous avions le FC Thionville, où ils excellaient vraiment sur le football à 11, où pratiquement toutes les catégories évoluent au plus haut niveau régional. Donc il était tout à fait naturel que ces deux clubs s'unissent pour enfin avoir un grand club de football à Thionville. François, comment abordez-vous alors cette fusion ? Plutôt bien. Ça se passe à peu près comme je l'ai prévu. Maintenant, il faut être patient parce que les gens sont habitués, étaient dans leur confort, et les sortir de leurs habitudes et de leur montrer que si on veut vraiment franchir un palier, il faut sortir de leur quotidien. Ça se passe bien. Le temps va jouer en notre faveur parce qu'effectivement, là on passe les moments les plus difficiles. Mais dès que la compétition va revenir, dès que nous allons commencer à jouer des matchs, à gagner des matchs, ça facilitera beaucoup plus les choses. Donc, et du coup, pour rebondir, quels sont les axes que vous êtes fixés, les axes prioritaires que vous êtes fixés pour cette nouvelle saison ? Les axes sont très simples. Donc déjà, c'est un projet sur du moyen long terme. L'idée, c'est de faire en sorte que le US Thionville Lusitanos soit l'un des meilleurs clubs amateurs de la région du Grand Est. Il y a le potentiel, nous avons les infrastructures pour, nous avons les hommes pour, nous avons la volonté politique pour réussir ce projet. Et voilà, donc les axes, ça va être de travailler chez les jeunes, parce que ça c'est primordial. On veut déjà se poser en tant que club formateur. Et le deuxième axe, je dirais, c'est de faire monter l'équipe Fagnan, qui reste, comme tout le monde le sait, la vitrine du club. Et voilà, donc c'est un projet à plusieurs étapes. La première étape, elle est toute simple, c'est d'atteindre la Nationale 3 le plus rapidement possible. D'accord, donc ça c'est le projet, on va dire, à court terme pour l'équipe première. On a déjà d'autres axes définis, des projets à moyen terme, à long terme ? Alors, à moyen terme, on peut dire il y a un gros travail à faire chez les jeunes. Il faut absolument que le US Thionville Lusitanos fasse parmi des meilleurs clubs amateurs de la région du Grand Est. Donc l'idée, c'est de maintenir toutes les catégories des jeunes au plus haut niveau et voire aller toucher même les niveaux national. C'est complètement dans nos cordes et c'est tout à fait réalisable. C'est quoi le budget d'un club régional ? Et comme vous avez l'expérience d'un club national aussi, c'est quoi ? Parce que les structures, par exemple, à Amnéville, c'était quand même des belles structures, puisque toutes les équipes, je crois, de jeunes étaient plus ou moins à un niveau assez élevé dans le championnat. Alors, tout à fait, oui. À Amnéville, il y avait les catégories de jeunes qui évoluent au plus haut niveau, mais pas plus que Thionville. Hein. Thionville était aussi au même niveau chez les jeunes. En termes de budget, alors c'est sûr que là, cette année, nous aurons un budget d'environ 350 000 euros,
C'est un budget qui est un petit peu surélevé par rapport à la R2, mais comme je dis toujours, il faut voir un tout petit peu plus loin. On se projette déjà dans 2 ans et on prépare l'avenir. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de perdre On sait où on veut aller et on se donne les moyens pour réussir. Si on a un projet, à un moment donné, il faut apporter les moyens de ce projet. Oui, on sait que un club qui a de l'ambition se structure surtout au niveau de son partenariat. Donc on a le partenariat public, bien sûr, Oui. qui reste, une certaine forme d'aide pour les clubs, mais on a surtout aussi le partenariat privé. Et est-ce que vous allez, dans la dynamique, proposer quelque chose aux partenaires privés et comment vous allez convaincre vos prospects c'est dans le projet club, c'est dans les résultats certainement, bien sûr, mais les résultats, ils seront là quand on va jouer. C'est surtout leur expliquer que, encore une fois, c'est un beau projet. L'idée, il faut quand même faire parler de la ville. Les sponsors, je pense qu'ils nous suivront par rapport au sérieux de notre travail, par rapport à nos ambitions. Et je pense qu'ils trouveront un intérêt de nous suivre. Et, vous savez, à un moment donné, ça fait partie de la communication et toute entreprise a le désir d'être vue. C'est sûr qu'aujourd'hui, en R2, c'est pas trop parlant, mais voilà, il faut juste être un petit peu visionnaire et se projeter d'ici 1 ou 2 ans où là, ça sera vraiment payant. Oui, il faut savoir vendre votre projet, quoi. Exactement. Voilà. Et comment vous voyez donc un club comme le vôtre aujourd'hui au XXIe siècle? Alors c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a une époque. Il y a beaucoup moins de bénévoles, il y a beaucoup moins d'éducateurs, de dirigeants. Il y a moins d'argent. Effectivement, il faut faire appel à beaucoup plus de partenaires privés. Mais voilà, encore une fois, c'est la passion qui nous anime. Et il y a toujours autant de passionnés autour du football. Et c'est grâce à ça qu'on arrivera à aller de l'avant. Merci François Ventrici pour votre intervention. Et nous allons maintenant recevoir votre entraîneur, Julien François. Julien François, bonjour et merci d'être présent sur ce plateau. Donc le président Ventrici vous a amené avec lui dans ce projet? Oui, il m'a donné sa confiance pour remplir la tâche dont on vient de parler, ce qui est de ramener Thionville au niveau national dans le laps de temps le plus court. On espère qu'on pourra reprendre des saisons normales, parce que ça fait 2 ans que c'est un peu compliqué, qu'on s'arrête, qu'on reprend. Donc on espère déjà que de ce côté-là, au niveau sanitaire, on aura la possibilité de faire de vraies saisons et de faire de belles saisons. Donc on vient avec beaucoup d'ambition, aussi beaucoup d'humilité pour s'attacher à recréer une identité commune à ces 2 anciens clubs et aussi en amenant quelques joueurs d'Amnéville qui devront se fondre dans le projet et aider le club à rapidement aller vers ce niveau national. Alors justement, vous parlez de vous amener des joueurs avec vous. Comment travaille-t-on avec une équipe de R2 et des objectifs de montée? Écoutez, moi, après mon travail, comme j'ai dit aux joueurs que j'amène et comme je dirais aux joueurs que j'accueillerai à la reprise, c'est que je vais travailler de la même façon en N3 qu'en R2, c'est-à-dire avec de la rigueur, de l'exigence. Maintenant, on sait qu'on est parti sur un projet ambitieux et il faut se donner les moyens de le faire. Donc après, seul le terrain parle. Et c'est sûr que même si sur le papier on aura une belle équipe, il faudra démontrer nos valeurs et engranger les résultats, amener avec nous derrière les gens qui pourront revenir au stade, on espère le plus vite possible pour obtenir ces résultats-là et puis rentrer dans l'objectif qui est le nôtre et qu'on est obligé de dévoiler parce qu'aujourd'hui on vient ici, comme je l'ai dit, avec beaucoup d'ambition, mais on a des valeurs de travail qu'on avait à Amnéville, qu'on a à Thionville et que dans le sport on véhicule toujours comme l'exigence, la rigueur et aussi l'humilité. Mais au-delà de l'exigence, est-ce qu'on a besoin en fait de joueurs qui sont habitués au plus haut niveau pour tenter une montée? Oui, après, moi je vais découvrir les joueurs de Thionville et de Lusitanos. L'année dernière, on les a joués en Coupe de France, donc je les connais un petit peu. Donc aujourd'hui, je pense que il faut faire la place à tout le monde. Et à l'intérieur de ce groupe, il y aura aussi 4 ou 5 U19, des joueurs de Thionville ou anciennement de Thionville, parce que comme le président vous a dit, même si l'équipe première c'est la vitrine, il faut que dans cette identité dont on parle, que les Thionvillois se retrouvent. Et à ce côté, aujourd'hui, on parle de Grand Est, mais effectivement, on peut aller toucher les 17 nationaux, les 19 nationaux. Et in fine, pour ces joueurs-là, c'est de pouvoir, apporter leur qualité à l'équipe première. Voilà, on vient pas comme
on peut l'entendre ou se dire avec une équipe de mercenaires. Non, aujourd'hui on vient avec des joueurs qui sont aguerris au niveau National 3 et qui doivent pousser ce projet-là sur ces 2 ans-là pour atteindre l'objectif qui est le nôtre de rejoindre le National 3 rapidement. Oui, ça va être vos locomotives dans l'équipe, on va dire première, l'équipe vitrine. Voilà, moi je appelle ça des accélérateurs de réussite. Donc aujourd'hui, c'est des joueurs que j'ai fait venir. J'aurais pu en faire venir beaucoup d'autres, mais ceux-là auront la tâche justement de se montrer exemplaires et d'emmener une force de travail pour qu'on obtienne les résultats qu'on méritera. D'accord. Vous êtes en charge du recrutement ou vous travaillez avec le président Ventressi, de concert avec le président, avec Julien Gabriel. Après, voilà, on a nommé Omar Ali pour l'équipe B, qui était un éducateur des Portugais. Donc aujourd'hui, après à Thionville, on a aussi gardé des éducateurs dans le staff. Donc il faut vraiment mixer toutes ces compétences et apporter de la compétence à la compétence. Voilà, aujourd'hui, vous parlez de structure, mais je pense qu'un club comme Thionville, en termes de structure, c'est un level au-dessus d'Amnéville pour avoir fait les 2 clubs. Et par rapport à ce que j'ai vu, le site de Jeanne d'Arc, le site de Saint-François et le site de Guintrange ici où l'équipe A va se baser, il y a quand même un existant qui est important et sur lequel il faut s'appuyer pour acquérir les résultats dont on parle. L'AS Portugais avait bien débuté le championnat. Je crois qu'ils étaient invaincus. Ouais. Ils étaient en tête du championnat de R2, ouais. Donc avec un potentiel de montée. Donc c'est l'objectif bien sûr que vous vous êtes fixé. Les joueurs, vous les avez rencontrés, ils sont partants ou là on est en train, je vous dis, de définir l'effectif. Donc on a défini une liste sur les joueurs de Thionville. Thionville aussi était invaincu, hein, même s'ils n'étaient pas premiers. Donc comme je vous ai dit, il y avait de la qualité dans ces 2 effectifs-là et il faut bien mixer en fonction des postes et des profils qu'on recherche pour donner la chance à tout le monde, avec aussi un vivier de jeunes qui viendront compléter ce groupe-là pour qu'on ait un groupe étoffé et qui soit capable, surtout le long de la saison, d'aller au bout de l'objectif. Si j'ai bien compris, déjà, on vous connaît par la presse, votre carrière sportive de haut niveau. Est-ce que vous allez vous occuper aussi de la restructuration du club au niveau sportif ? Est-ce que vous allez assurer un rôle de manager général dans ce nouveau club ? Parce que les projets, ce que vous décrivez, c'est vraiment formidable parce que ce qu'attendent bien sûr, la plupart des gens quand ils viennent voir un club, c'est de voir un club structuré, un club où on va trouver des jeunes qui sont issus du berceau local ou régional. Et voilà, donc vous avez cette vision-là aussi, certainement, puisque... Écoutez, aujourd'hui, moi, ma mission première, ça va être de diriger l'équipe première. Après, effectivement, je pense que le président, quand il me choisit, et en plus qu'on va avoir la chance d'avoir aussi Stéphane Borbiconi dans le staff, qui est en plus un ancien joueur de Thionville, qui a joué en jeune ici. Donc, quand on parle d'identité, je pense que ça colle absolument au projet. Aujourd'hui, il faut effectivement se servir entre guillemets, de l'expertise qu'on peut avoir et du regard qu'on a. Maintenant, donc nous, on sera, on va dire, à la tête de l'équipe première, mais on aura forcément une vision sur tout le club. Je pense que même les éducateurs attendent ça, et nous, on vient pour le partage, on vient pour aussi s'enrichir des éducateurs en place, apporter de l'échange et de la compétence. Donc aujourd'hui, même s'il n'y a rien de défini en termes de titre, comme vous dites, manager ou quoi, nous, naturellement, on vient pour ça, on vient pour partager, pour donner notre temps, donner nos qualités et emmener tout un club derrière nous, parce qu'effectivement, il y a une ville. Thionville, c'est quand même dans le paysage mosellan, je pense que c'est la 2e ville la plus importante après Metz. Bon, pour avoir discuté avec certains éducateurs, c'est vrai qu'ils sont on leur a vendu beaucoup de projets, fait beaucoup de promesses. Donc nous, aujourd'hui, au-delà des promesses, on va vouloir surtout apporter des actes et du travail. Et dans cela que c'est vraiment un challenge intéressant et ambitieux, qui plus est dans une période où tous les clubs parlent plutôt de pas couler. Nous, aujourd'hui, on a un projet pour se développer, pour monter. Donc c'est pour ça qu'on vient et c'est pour ça qu'on va travailler pour rendre cette confiance qu'on nous donne. Alors on va terminer avec des questions un petit peu plus courtes. Quel rôle aura Stéphane Borbiconi ? Stéphane, il va travailler avec moi sur l'équipe première, donc on va travailler ensemble. C'est quelqu'un que je connais très bien, c'est un très bon ami. On a les mêmes valeurs,
comme je l'ai dit, je pense que c'est quelqu'un d'apprécié dans la région, qui véhicule une belle image et qui a de l'expérience à faire partager. Donc, on va travailler ensemble avec Tanel Thuir, là, qui sera l'entraîneur des gardiens, qui était l'entraîneur des gardiens de Thionville. Donc, on va composer ce staff avec lui. Et vous pensez démarrer la préparation sportive de la saison à quel moment? Ça y est, on a fixé, donc on reprendra le 19 juillet. Et, on attend encore la confirmation du calendrier pour savoir à quelle date sera le premier match. Voilà, on s'est basé sur l'année dernière où ils avaient commencé en Coupe de France sur le dernier week-end d'août. Donc du 19 juillet jusqu'au dernier week-end d'août, on a mis en place notre préparation avec les matchs amicaux. Ça est déjà fixé, quoi. Allez, une dernière petite question concernant la partie féminine. Est-ce qu'il y aura une section féminine? Parce que c'est quand même un thème aujourd'hui très très important. On a fait plusieurs actions sur ces sujets durant nos émissions, durant la saison. Est-ce qu'il y aura donc une section féminine du côté du foot de Thionville? Ben là, je vais repasser la main à mon président. Absolument, il y aura bien une section féminine. Hein, ça, j'en fais vraiment d'honneur pour que le féminin se développe à Thionville. De toute manière, voilà, on n'y échappera pas. On se doit d'avoir une section féminine et il y en aura bien une, effectivement. Alors, on va faire un état des lieux des effectifs. Mais voilà, en tout cas, je peux vous garantir qu'il y aura bien une équipe féminine senior et des équipes féminines dans les catégories jeunes. Ça, c'est le certain. Eh bien, François, Julien, merci beaucoup de votre présence sur ce plateau de Cocktail Sport. Hein. On vous souhaite une bonne préparation de saison. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser au bord des terrains ou lors d'une prochaine peut-être émission que nous organiserons dans les mois qui viennent. Ou voir peut-être une diffusion, ou une diffusion en direct une fois d'un match. Oui, voilà, ça sera possible. Super. Voilà. Hein. Merci beaucoup. On reste disponible. Merci beaucoup, à bientôt et bonne continuation. Nous recevons maintenant le handball de Yutz, le Yutz handball féminin, avec Francis Manot, son président, et Jules Boutiali, son entraîneur. Bonjour, ou bonsoir maintenant, Bonsoir. messieurs. Bonsoir messieurs, alors comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, hein? Ça va bien, oui. Eh bien, moi je voudrais poser une question à Francis. Je voudrais demander comment se porte le club après ces longs mois d'inactivité? C'est compliqué de répondre parce que quand il n'y a pas d'activité, on voit pas tout le monde. Mais globalement, ça se passe relativement bien. On a quand même maintenu le contact avec les joueuses, que ce soit les seniors ou les jeunes. Après, on verra. Là, on a repris les entraînements au niveau des jeunes. On verra s'il y en a qui ont lâché. Mais on risque de perdre un peu de licenciés. Alors, vous étiez dans une phase de stabilisation financière au niveau du club, hein, avec une réduction de la dette. Avez-vous réussi ce challenge? Bonne question. Oui, on a réussi ce challenge. Financièrement, on est très bien. On n'a pas de soucis de ce côté-là. Il n'y a plus de dette. De ce côté-là, on est bien structuré. On n'a plus de soucis. Alors, la saison entière, la dernière saison entière, vous avez frôlé la montée en D2. D'accord ? Comment voyez-vous l'avenir sportif du club en termes de projet, par exemple ? Clairement, on a défini notre politique. Hein. On s'appuie sur les jeunes ou des joueuses locales. Et on a toujours l'ambition de remonter en D2 dans les 2-3 ans. Si ça arrive avant, tant mieux pour nous. Alors, au niveau des licenciés, quand on en parlait là juste avant, la saison prochaine est une chose, mais cette saison qui s'est déroulée là, donc quasi pas du tout. Est-ce qu'on a perdu des licenciés du côté de Yutz handball féminin ? Alors, oui, il y a eu une légère perte de licenciés. Hein. Après, ça va être surtout important maintenant à la reprise. Est-ce que tout le monde va revenir ou est-ce qu'il y en a qui ont décroché? C'est ça le principal souci. Hein. Et la saison d'avant, globalement, il n'y avait pas grand-chose au niveau de la perte. Hein. Ouais. Ça va être plus important la saison qui va venir là. Bon, on espère en tout cas que les jeunes vont revenir sur les terrains et vont reprendre les licences. Et au niveau des objectifs, quels sont les objectifs que vous êtes fixés pour la saison prochaine, hein? Ça peut être les objectifs d'équipe première, mais aussi de toutes les équipes. Hein.
Au niveau des objectifs, c'est clair qu'on veut que l'équipe 1 elle ait le meilleur classement possible. Et puis après, faut pas oublier qu'on a les U17 en championnat de France. Et c'est pareil, on a des objectifs assez ambitieux, c'est d'obtenir les meilleurs classements, mais au niveau de toutes nos équipes, que ce soit moins de 15, moins de 13. Après, il y a la compétition, mais c'est la formation qui est le plus important. C'est pas en travaillant beaucoup qu'on obtient des résultats. Eh ben, merci, Président, de ces réponses franches et directes. On va accueillir maintenant Gilles Boutiali, voilà, qui va prendre le micro pour lui. Gilles, depuis combien de temps vous avez cessé la compétition et les entraînements? Alors, le dernier match a eu lieu en fin octobre. Donc depuis, on va dire, aux alentours du 20-25 octobre, on ne jouait plus, quoi. Et derrière, tout de suite, dans la foulée, les entraînements ont été annulés aussi. Et vous en étiez où au niveau, on va dire, sportif à ce moment-là de la saison C'est très simple, on n'avait joué que 3 matchs. Et sur les 3 matchs, on a joué Metz sur le premier match de la saison, qui est l'équipe intouchable dans la poule. Donc on a perdu le premier match. Ensuite, on a enchaîné à Strasbourg. On s'est fait surprendre aussi à Strasbourg, par manque de fraîcheur, je dirais. Et ensuite, on commençait à être bien physiquement et bien sur le plan de balle. Et on a gagné notre 3e match contre Arenheim de 10 buts à domicile. Et tout d'un coup, après, ça s'est arrêté, quoi. Comment tu as fait pour maintenir le contact avec les joueuses, hein, donc, et notamment, bien sûr, l'équipe première dont tu t'occupes L'objectif de départ, c'était de garder un lien avec les joueuses de toute façon, à travers des visios. Ça a été la première chose. Donc, on a organisé des visios régulièrement, 1 à 2 fois par mois avec les joueuses. Ensuite, je leur ai donné un programme à respecter sur 4 séances semaine, avec 2 séances de ce qu'on appelle la PMA, un peu plus de travail, un peu de physique et foncier, une séance de renforcement musculaire et une séance de footing long. Voilà, un programme qu'elle devait respecter, sachant qu'à chaque fois, il y avait l'espoir de pouvoir reprendre, nous annoncer des dates. Donc à chaque fois, il a fallu revoir le programme pour pouvoir enchaîner. Et voilà. Mais malheureusement, on n'a pas pu reprendre et tout s'est arrêté avec une saison blanche, quoi. D'accord. Parlons maintenant des choses qui arrivent en fin de saison. Donc les départs et des départs éventuels et des recrutements éventuels. Aujourd'hui, vous avez une visibilité, vous en êtes où Oui, je veux dire, un des avantages du confinement et de l'arrêt de la saison, moi, ça m'a permis aussi de réfléchir à l'équipe de la saison prochaine en termes d'effectifs et de renforcement aussi par rapport au groupe. Et en termes de pertes, on perd Laura Lake, qui a décidé d'arrêter complètement le handball et qui se dirige vers une autre discipline. Voilà, c'est un peu surprenant, mais bon. Ensuite, on perd la jeune Margot Gavazzi, je l'avais intégrée en début de saison dans le groupe, mais je me disais, est-ce que je vais la faire jouer, pas la faire jouer? Et finalement, elle a été surprenante tout de suite, et elle a pu évoluer avec nous toute la saison, tout le début de saison en fait. Donc ça a été une bonne surprise, mais malheureusement, elle arrête pour des études, puisqu'elle se consacre aux études de médecine. Et enfin, la dernière, Soudetaz, la petite gauchère, qui venait de Metz et qui part sur Strasbourg elle fait des études de droit. Et donc, elle a signé au club d'Arenheim. Donc ça, c'est les départs. C'est les départs. En termes d'arrivée, donc j'ai essayé de réfléchir aussi pour remplacer poste par poste. Donc sur l'aile droite, on a récupéré une joueuse qui s'appelle Flavie Caspar, qui jouait à Metz en U17 et un peu en N1. Qui était au pôle et qui a participé aux détections et sélections jeunes, une bonne joueuse. Sur le poste d'arrière, on a récupéré Valentine Keul, qui a joué à Montigny et qui jouait cette saison à Deux-Vallées et qui tournait entre 8 et 10 buts par match. Et on est sur une 3e joueuse, pour l'instant on n'a pas d'accord, c'est en bonne voie et c'est une joueuse polyvalente qui peut jouer sur la base arrière. Très bien, merci beaucoup Gilles Boutiali et Francis Manot pour votre présence aujourd'hui sur ce plateau. Merci et puis bonne saison à vous. Merci. Merci, à bientôt. Nous recevons maintenant Jackie, le Thionville Moselle Handball, avec son président Grégory Wagner et son manager général Philippe Houchen. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Merci donc d'être là aussi sur ce plateau de Cocktail Sport. Et on va commencer avec le président Grégory Wagner. Président.
vous avez pris justement la présidence depuis quelques mois quand même. Hein. Oui, Quelques mois. Vous avez comme le foot des ambitions sportives. Et quel est votre projet? Le projet déjà, c'est monter en National 1 dans les plus brefs délais. Donc, et à terme, après, c'est une volonté aussi de la mairie, c'est essayer de tenter de créer un club professionnel de handball à Thionville. Pour commencer, donc vous aviez bien débuté le championnat, mais pour gravir les échelons, il faut des finances, il faut du budget. Est-ce que dans vos prévisions budgétaires, vous arrivez aujourd'hui à être à la hauteur de ce que vous espérez? Quelle stratégie vous allez adopter par rapport aux partenaires privés en fonction de vos ambitions sportives? Alors, effectivement, le nerf de la guerre, c'est le budget. Donc aujourd'hui, on travaille sur un budget qui est largement suffisant pour la Nationale 3, qui semble largement suffisant pour la Nationale 2. Effectivement, en fonction des montées successives, on adaptera les budgets, si vous voulez. Donc aujourd'hui, on ne parle pas de budget de la Nationale 1, on travaille déjà sur Nationale 3, Nationale 2. D'accord. Et après, c'est travailler sur un réseau d'entreprises, de partenaires, chefs d'entreprise assez intéressés par le projet, et puis faire monter le budget en fonction de l'évolution sportive. Les sports en salle permettent de faire le show. Prévoyez-vous de faire avant, pendant et après les rencontres, justement, de l'équipe première, les rencontres de l'équipe première, des shows particuliers, par exemple l'intervention de danseurs, comme on a pu le voir à nombreuses reprises, hip-hop. C'est ce qu'on disait, effectivement, le match doit être un événement, c'est un spectacle, et effectivement, tout autour, on veut y apporter que ça soit une fête, des différentes activités, on parle de la danse, on parle de musiciens, d'un tas de choses. Et effectivement, il faut que les gens veuillent venir voir un match à Thionville pour y passer un bon moment, pour boire un verre, manger quelque chose et passer vraiment un moment, j'ai envie de dire, inoubliable. Un moment de fête, voilà, c'est ça. Et au-delà de faire de la fête avec les spectateurs, est-ce qu'on a pensé à incorporer les partenaires privés dans un club affaires, par exemple? Un club affaires doit être constitué, il sera en place pour septembre. Donc effectivement, avec nos partenaires, on va inviter d'autres partenaires pour leur faire découvrir le handball. Certains ne connaissent pas forcément le handball. Et pour les associer à notre démarche et effectivement les agglomérer petit à petit à notre projet pour, à terme, que le budget puisse évoluer en conséquence. Alors justement, parlant de budget, allons-y. C'est quoi le budget d'un club de National 3 Pour le moment, il est aux environs de 300 000 euros. Ce qui est un budget assez énorme, plutôt dans les alentours de la D2 actuelle, quoi. Donc oui, c'est effectivement un budget conséquent. Après, c'est pas le tout de faire ça sur une saison, il faut pérenniser. On ne veut pas, nous, faire un gros coup une saison, puis après, on n'entend plus parler de nous. On va travailler vraiment sur la durée. Donc, ça passe par Philippe l'expliquera plus après en détail, par des joueurs de niveau élevé, d'autres entraîneurs qui viennent étoffer, consolider ce qu'on a déjà actuellement. Le gymnase en tant que tel, travailler sur des voiles, des panneaux, transformer le gymnase en un véritable outil. C'est ça, exactement. Un lieu de convivialité, sportif de convivialité et de spectacle. Voilà, on va maintenant donc s'adresser au manager général, nouveau manager général du club de Thionville-Moselle Handball, Philippe Houchen. Depuis combien de temps on a cessé la compétition? On a arrêté le 28 octobre. Donc à peu près comme le handball tout à l'heure. Ouais. Et à ce moment de la saison, j'ai bien l'impression que vous étiez invaincu, c'est ça? Vous aviez en fait, on était premier ex-aequo. On avait fait 3 matchs et on était premier ex-aequo. Voilà. On avait déjà l'année dernière la volonté de monter en National 2 et on était stoppé. On l'a fait justement pour arriver à cet objectif 5 recrues. Des joueurs qui avaient joué en Pro League, en National 2 et on a été stoppé en pleine saison. Comment vous avez fait pour maintenir le contact avec les licenciés, puisque vous êtes manager général, donc c'était, je pense, un des rôles principaux que vous aviez, et notamment l'équipe première? Alors, j'ai demandé à tous les entraîneurs de garder le contact avec les jeunes, déjà. Alors, c'est assez difficile de garder un contact avec les plus jeunes parce que les visios chaque semaine, vous pouvez guère faire que du physique et quand le temps ne le permet pas. Donc c'était assez difficile de garder le contact avec les plus jeunes.
Et dès que le temps l'a permis, eh ben, on a proposé des activités en extérieur. Par contre, au niveau de l'équipe première et de l'équipe espoir, nos entraîneurs ont constamment gardé un contact, donc par des visios, donc 3 fois par semaine, des visioconférences où ils faisaient pas mal de physique, où les visios leur permettaient de se voir, d'échanger. Et l'équipe espoir allait aussi les samedis matins, dimanche matin, aller courir. Donc on n'a jamais rompu le contact. C'était essentiel parce qu'on a beaucoup de joueurs qui sont parfois jeunes, célibataires, et pas forcément de contact, je pense surtout recrues. Et donc c'était essentiel de montrer que le TMHB est plus qu'un club. Alors, la reprise officielle du sport en salle était hier pour les plus jeunes. Mais est-ce que vous avez prévu, vous, pour par exemple l'équipe première, mais les seniors, les moins jeunes, vous avez prévu quelque chose ou la saison est terminée Alors, on a prévu plusieurs choses. Déjà, en termes pécuniers, bien sûr, la saison s'est arrêtée. Et souvent, les parents se demandent qu'est-ce qui se passe. Voilà, j'ai payé une licence et puis je me retrouve à avoir eu un mois de compétition, enfin d'entraînement. On va prévoir pour les licenciés une activité continue, donc de mai jusqu'à la rentrée, avec des activités, des entraînements. On a des licenciés qui vont permettre aussi, lorsque les entraîneurs seront en vacances, d'avoir justement cette continuité et de proposer des activités handballistiques, mais aussi non balistiques, des sorties, des activités, de mai jusqu'à la rentrée. Voilà. Et il y aura aussi une déduction qui sera faite par rapport au remboursement que les différentes instances nous ont fait sur les licences, mais toute proportion gardée parce que sur certaines licences, par exemple, reviennent au club que 10% du montant total de la licence. Donc voilà. Mais on n'oublie pas nos jeunes et c'est vraiment le cœur de notre objectif à terme, c'est vraiment nos jeunes. De votre projet. Oui. Dans notre projet, c'est vraiment voilà. Et on veut une continuité jusqu'à septembre puisque ils n'ont rien fait cette année. Et l'équipe va continuer à s'entraîner jusqu'à. Voilà. Et en fait, septembre. Toutes les équipes vont continuer. J'ai demandé à tous les entraîneurs de continuer de maintenir. Si un joueur part en vacances 3 semaines, il part en vacances 3 semaines. Quand il revient, il y aura encore des activités. Voilà. Qui est une activité continue. Alors Philippe, on va regarder maintenant des images. Vous allez les voir sur le petit écran de retour. Et puis, ce que je vous propose, c'est de commenter un peu, parce qu'on va parler du recrutement. Okay. Du Rhin. Ok. C'est Clément Romero qui a joué à Nîmes, notamment. Il a joué à Aix-en-Provence. Il a croisé Nicolas Karabatic, les frères Karabatic. Il a joué donc aussi à Sarrebruck, en première division, en Pro League. C'est un joueur c'est vraiment une figure dans le milieu. C'est-à-dire qu'il était capitaine de Sarrebruck. C'est un joueur exemplaire. On l'a rencontré. Ce qui nous a séduit, non seulement c'est son niveau de jeu, mais sa personnalité. On cherchait un meneur d'hommes et on a trouvé en Clément un meneur d'hommes et quelqu'un qui pourra aussi donner l'exemple à nos plus jeunes. Parce qu'il n'a pas, il a 31 ans si je me souviens bien, et donc justement il va permettre à nos jeunes de suivre sa voie et d'être un exemple. Voilà, donc on va maintenant regarder la deuxième vidéo. Jimmy Sibyl, qui connaît déjà bien le Jean Verlams, parce qu'il a joué des années à Thionville. Et honnêtement, c'est un joueur que je connais depuis longtemps. Et lorsque nous avons pris le club, je l'ai tout dit, j'ai eu une discussion avec lui et je voulais bâtir le projet sur Jimmy. Autour de Jimmy, pourquoi ? Parce que c'est un très très gros défenseur. Humainement, c'est vraiment une belle personne. Et c'est quelqu'un, encore une fois, un peu en sorte de Clément qui pourra tenir un vestiaire. Et c'est essentiel et c'est quelque chose qui nous manquait parce qu'on a beaucoup de leaders techniques. Et il nous manquait vraiment ce genre de leader qui peut emmener l'équipe vers le plus haut niveau.
Voilà, donc on a donc évoqué les 2 recrues. Est-ce qu'il y en a d'autres au niveau des recrues, ou est-ce qu'on s'arrête là ou... Alors, on a, à vrai dire, on a eu pas mal de joueurs qui sont venus toquer à la porte. On a parfois dit non parce que on privilégie, même si parfois ça se voit pas forcément toujours sur le terrain, mais nos jeunes. Quand il y avait une solution dans notre équipe espoir ou chez les moins de 18, on privilégiait cette solution. Donc sur des postes par exemple comme pivot, comme ailier, on a refusé certains joueurs, on a privilégié justement nos jeunes. Et ça sera le cas dans les années à venir. C'est-à-dire que, bien sûr, on a beaucoup investi sur l'équipe première, donc on a beaucoup communiqué, on a travaillé beaucoup sur la forme. Aujourd'hui, on va travailler sur le fond, et on est en train de recruter aussi des entraîneurs pour nos plus jeunes. On est en train de structurer notre formation. On va doubler les entraînements, par exemple, des moins de 9 et des moins de 11. On va ajouter un entraînement chez les moins de 13, voilà, au quotidien. Donc justement pour muscler notre formation. Donc le but, c'est que à terme, 80, je sais pas, 70%, 80% de l'équipe soit issue du cru. Mais nos jeunes actuels ont besoin de Clément Romero, de Jimmy, de Simon Vauchelet, de joueurs comme ça. Justement, avoir un exemple, c'est essentiel. Très bien, donc on a maintenant évoqué la partie recrutement et on va évoquer la partie des départs. Ok. Encore une fois, c'est une grande fierté. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à créer un collectif et une osmose. Enfin, vraiment, on est en train de créer une culture, une culture club. Et les départs, c'est uniquement des joueurs qui, ne pouvant plus s'entraîner à cause du travail, à cause d'autres raisons, les choix de vie, ont décidé qu'ils ne pouvaient pas forcément continuer à s'entraîner 3-4 fois comme on le faisait. Donc c'est pas des départs de joueurs qui vont dans un autre club, voilà, mais c'est plutôt des départs des choix de vie, quoi. Voilà. Merci beaucoup Philippe Houchen et Grégory Wagner d'avoir été nos invités ce soir, et puis on vous souhaite une excellente saison et on sera toujours à votre écoute, à vos côtés pour cette nouvelle saison qui se prépare. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Voilà, Jackie, nous recevons maintenant le TFOC avec nous. 2 représentants du TFOC sont chargés de communication, Lionel Cossin, et l'entraîneur que nous avons beaucoup vu cette saison. On a eu la chance d'être avec lui assez souvent. Donc Romain Pitou. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'être là sur le plateau. On va commencer avec vous, Lionel. Le TFOC semble avoir amorcé une véritable progression de club professionnel. Que manque-t-il encore à votre avis ? Ce qui manque, je vais vous dire ce qui a manqué cette saison, c'est le public. Moi, je crois qu'on a encore des choses à prouver. Rien n'est jamais acquis. On a réussi effectivement une belle saison en terminant 6e de cette Ligue A féminine qui est le plus haut niveau français. Mais maintenant, ce qui nous manque, c'est de la visibilité. Ce qui nous manque, c'est des partenaires privés. Donc on est en train de travailler sur la création d'un réseau partenaire pour le TFOC volley. Ce qui nous manque également, c'est le public, et on espère qu'il va revenir dès le mois de septembre pour la reprise du championnat en nombre, puisque nous avons de la place dans notre nouveau gymnase qui est le 111 à Terville. Alors, vous évoquiez justement les partenaires privés. Est-ce que cette crise du Covid-19 a pas affecté votre réseau de partenaires privés ? Alors c'est indéniable, c'est sûr que les réseaux d'entreprises, les entreprises n'avaient pas autant d'argent à mettre lorsqu'elles sont dans une crise comme celle que l'on vient de vivre. C'était pas forcément la priorité d'entreprise d'investir dans un club quand on ne sait pas soi-même l'avenir de sa propre entreprise. Je suis entrepreneur, donc j'en sais quelque chose. Et c'est sûr qu'on a perdu quelques partenaires, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce qu'on a réussi à créer du lien tout au long de la saison autrement, et notamment à travers la communication via le site internet et les réseaux sociaux. On a une base d'entrepreneurs et d'entreprises partenaires qui sont également des fans. Donc même si les affaires vont un peu moins bien pour elles, elles consacrent toujours un petit peu pour nous. Très bien.
Indispensable à la réalisation d'un projet sportif professionnel, la création et la mise en place en fait du centre de formation donne de l'assise au TFOC. Néanmoins, il doit y avoir quand même quelques contraintes. Quelles sont-elles ces contraintes ? Par rapport au centre de formation. Ouais. Alors le centre de formation, c'est peut-être Romain qui va pouvoir en parler plus que moi. Allez, on va donc laisser Romain répondre à cette question. Alors, le centre de formation, donc c'est un super outil pour nous. On peut accueillir au maximum jusqu'à 12 joueuses. Actuellement, on est à 8 joueuses qu'on accueille, avec 4 joueuses qui sont issues du club et 4 joueuses qui viennent de l'extérieur. Les contraintes, c'est qu'il faut un entraîneur à temps plein sur le poste. Il faut des créneaux d'entraînement, il faut qu'elles viennent s'entraîner avec l'équipe pro. Mais pour nous, c'est pas des contraintes parce que dans le projet du club, c'est de réussir à amener des filles à haut niveau. Et on l'a vu un tout petit peu cette année parce qu'elles n'ont pas eu de championnat pour progresser encore plus. Mais on s'est servi un petit peu d'elles par petites touches pendant les matchs de championnat. On va juste revenir sur Lionel pour la dernière question. J'espère que je pourrai y répondre. Oui, c'est moins piège cette fois. Donc Lionel, on a donc un nouvel outil, une nouvelle salle, le public qui devrait revenir pour la saison prochaine, une communication renforcée. On a vu une saison hyper bien communiquée. Hein. En tous les cas, on vous félicite parce que c'était vraiment très très fort. Merci. Mais que reste-t-il au TFOC encore pour grandir ? Que faut-il pour le TFOC ? Moi, je crois que quand on regarde les sports professionnels de la région, on a quand même 2 exemples à côté de nous qui sont le FC Metz et le Metz Handball. On s'inspire beaucoup de ce qu'ils font en termes de communication. Et je crois que ce qui nous manque, c'est de développer un aspect spectacle et un aspect lien avec le public. On aimerait avoir un club de supporters. Alors il y a des discussions qui sont en cours avec certains supporters. On aimerait développer une boutique. Voilà, je pense que c'est un tout et on aimerait bien développer cette partie spectacle et partie, comme on l'appelle, goodies, pour que les gens aiment encore plus le TFOC. On a une chance, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un est venu découvrir le TFOC, quand les gens viennent pour la première fois voir un match, il n'y en a aucun qui dit je me suis ennuyé, je ne reviendrai pas. Tout le monde apprécie, tout le monde revient. Le tout, c'est de venir une première fois nous voir et après, généralement, vous êtes séduit. Alors, on va donc insister sur ce point et demander à tous nos téléspectateurs donc de venir au 111 de Terreville pour regarder le TFOC jouer. Merci beaucoup Lionel. On va maintenant regarder une petite vidéo qui sera la vidéo de récap de la magnifique saison du TFOC et puis on reviendra après sur l'interview de Romain.
Alors Romain, en tant que sportif professionnel, vous avez eu la chance de pouvoir donc exercer, effectuer une saison presque normale, malgré les contraintes liées à l'épidémie. Vous êtes même au pied de l'Europe, on va dire. Avez-vous des regrets, de la frustration? Que vous a-t-il manqué? Ce qui nous a manqué, c'est c'est énorme. Non, c'est des moyens déjà, parce que on s'est déplacé beaucoup en minibus. Les filles, il y avait quand même beaucoup de fatigue, on a tiré sur les corps. Et on a eu un petit peu de casse, mais c'était de la casse, on va dire, mécanique, parce qu'il y en a une qui est retombée sur le pied d'une autre. Et donc ça, c'est des choses où on peut rien faire. Mais c'est sûr que si on se déplace un petit peu mieux, on récupère un petit peu mieux, ou on est un peu plus performant. Et ça, après, on a le résultat sur le terrain le week-end. Donc moi, j'ai pas de regrets, parce que j'avais annoncé en début de saison que notre place, ça serait entre 7 et 9, et que si on faisait une belle saison et qu'on performait, on ferait peut-être 6. On est dans ça. Après, oui, l'Europe, on aurait tous aimé y aller. Mais voilà, on continue de construire le club. Lionel a parlé tout à l'heure du sport spectacle. On a fait un très gros investissement sur l'achat de 34 mètres de LED. Ça aurait pu payer une autre fille. Mais on est sur de l'investissement pour que le club il soit vraiment... il devienne un club performant et un club où il y a du spectacle le week-end. Alors, certaines filles, certaines joueuses ont annoncé déjà leur départ. Avez-vous des pistes sur le recrutement pour la prochaine saison? On le voit sourire. Hein. Votre émission, elle passe quand? Des pistes. Non, on sent bien qu'il y a des pistes. Bien sûr qu'il y a des pistes. Il y a même déjà 2 signatures. Il y en a une très grosse qui va être annoncée samedi. D'accord. Voilà, il faut être un petit peu patient. Ça, c'est le travail de la com. Je respecte leur travail. Moi, j'aimerais annoncer à tout le monde, mais il faut respecter un petit peu ce système, se faire un petit peu désirer, et ça marche vu que vous posez la question. Oui, pendant toute la saison, c'est sûr que sur notre plateau avant-match, on était un petit peu curieux, et c'est normal. Ouais. On avait même essayé à la fin de la saison, hein, dans les derniers matchs à domicile. J'avais donné un scoop, hein, parce que j'avais dit que je restais. Oui, tout à fait. Vrai. On avait eu au moins un scoop, hein, mais on n'en a pas eu beaucoup d'autres. Hein. Alors Romain, comment ça se passe le recrutement au TFOC? Est-ce que le président vous fixe une enveloppe, ou vous regardez vous uniquement la partie sportive et vous négociez tous les deux? Alors on travaille à 4 sur la cellule de recrutement. Donc il y a le président, moi-même, Frédéric Chojnaki qui est le manager, et Simon Garel qui est mon adjoint et en charge de la préparation physique. C'est un ensemble. Donc forcément il y a la partie financière qui est très importante. Mais ça, on est tous conscients qu'on ne peut pas se payer les mêmes joueuses qu'à Mulhouse, à Nantes, à Cannes. Voilà. Mais en tout cas, pour la détection, on est très bon, parce que par exemple, la passeuse qui était à Béziers, qui avait fini meilleure passeuse du championnat, on l'avait vue, on la voulait, mais on n'avait pas les moyens. Elle était trop chère. Voilà, donc sur tout ça, on n'a pas trop de soucis. Après, la plus grosse partie, la partie la plus importante et la plus difficile, c'est de faire accepter à des gens de venir à Terville-Florange, où là c'est un ensemble de 19 000 habitants et pas à côté de grandes villes. Il y a Thionville quand même. C'est pas une grande ville. Ah, c'est la plus grande ville d'Or de la Moselle. C'est la plus grande ville du coin, mais c'est 40 000 habitants, si je dis pas. Non, 46 000. 46 000. Moi, je viens de Bondy, c'est 65 000 habitants. Oui, mais bon, les Parisiens, c'est les Parisiens. Donc c'est une petite ville. Et nous, on est des très petites villes. Hein. C'est 7 000 habitants à Terville et 12 000 à Florange. Hein. Donc c'est sûr que Thionville, c'est une grande ville. Mais pour des gens qui viennent des États-Unis, des 4 coins du monde, ça reste un petit coin. Moi, je m'y sens très bien ici. Mais il faut accepter que les gens ils préfèrent aller sur la Côte d'Azur. Et voilà, mais nous, on n'a pas de problème avec ça. Nous, on a un projet sportif. Si les gens rentrent dedans, très bien. Et si ils ne rentrent pas dedans, et on prendra d'autres choix. Et ça nous permettra quand même peut-être de finir encore 6e. Ce qu'on vous souhaite, hein, bien sûr. Parce qu'on a vécu des moments... Oui, et encore, ça aurait pu être mieux avec des spectateurs, je pense. Bien sûr, bien sûr.
Alors justement, pour rebondir sur cette question du recrutement, qui est peut-être parfois un peu compliqué, est-ce qu'on s'appuie sur les clubs de la région, sur la formation des clubs de la région? Est-ce qu'il y a des ententes avec les clubs de la région qui permettent de fournir le centre de formation avec de nouveaux talents? Alors pour être très franc, et je suis assez souvent franc, non. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie, parce que le président Daniel Mrokowski, il a réussi là où personne d'autre a réussi, et il y a beaucoup de jalousie. Donc il y a beaucoup de gens qui préfèrent être dans une équipe 1 qui évolue au même niveau ou plus bas que notre équipe réserve, que de venir chez nous. Parce que ça fait rêver d'être dans l'équipe 1, d'être chouchouté, alors que nous, l'équipe 2, déjà elle est moins chouchoutée que notre équipe 1 à nous, et puis notre équipe 3 encore moins, et puis l'équipe 4. Oui, ça c'est les problèmes de riches. Voilà. Mais nous, on fait la formation en interne. Comme je disais, au centre de formation, il y a 4 joueurs qui sont issus du club. Donc on ne compte pas sur les autres. Après, bien sûr, s'il y a des gens qui postulent et qui tapent à la porte, nous, on n'a pas d'animosité. Et nous, on regarde les profils et on va accompagner tout le monde. La chance du TFOC, c'est de pouvoir répondre aux attentes de tout le monde. Donc nous, si on veut faire du volley loisir, on peut. Si on veut de la compétition à un niveau correct, il y a la régionale, la pré-nationale. Si on veut faire du haut niveau, il y a le centre de formation et la nationale 2. Et si on veut vraiment en faire son métier, il y a l'équipe pro. Donc tout le monde peut intégrer le club à n'importe quelle étape, de très jeune, parce qu'on est sur le baby volley, à un peu plus tard, et on n'a pas de souci avec ça. Une dernière question, Romain. Quels sont vos objectifs pour la saison prochaine? Peut-être pas forcément les objectifs du club, mais on va dire les objectifs, les ambitions personnelles. Moi, c'est de tout gagner. Après, il y a la réalité économique. Non, moi, j'aimerais réaliser la même saison. J'aimerais me battre pour l'Europe. Mais pour être très honnête, l'année prochaine, on va refaire les playoffs. Et si on rentre dans les 8 premiers, pour le plus petit budget de la division, pour l'entraîneur le plus jeune, pour les plus petites villes, ça sera déjà un exploit. Oui. Donc rentrer dans les 8 premiers, ça serait très bien. Et après, les playoffs, c'est 6 matchs à gagner. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, donc de faire un aussi beau parcours que la saison dernière, et ça se passera forcément avec le plateau de l'avant-match et de Sport TV 57 avant, puisque c'est porte-bonheur pour tous les matchs à domicile où on vous accompagne en tout cas. Et promis, Romain, tu passeras en premier. Non. En dernier. En deuxième. En deuxième. Toujours en deuxième. Parce que sinon, ça porte malheur, dit-il. Mais il a gagné quand même. Il a quand même gagné. 3-7-0. Romain Pitou, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Et puis, on vous souhaite une excellente saison. On vous accompagnera, bien sûr. Merci d'avoir été là ce soir. À bientôt. Merci Lionel. Merci. Alors Franck, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de cette émission Cocktail Sport Véronique Schmitt. Oui, ça sera la seule partie féminine, je crois, de cette émission. Alors que nous avons vu des hommes qui dirigeaient des clubs féminins. Tout à fait, c'est vrai. Voilà, et notamment Romain et Lionel qui s'en vont là derrière nous. Bonsoir Véronique. Bonsoir à vous deux. Merci de m'avoir invité à cette petite réunion, c'est bien sympathique. Oui, cette émission qu'on appelle Cocktail Sport, voilà. Qu'on a baptisé Franck et moi Cocktail Sport, puisque notre souhait c'était de faire vivre le sport dans la région thionvilloise. Et de mettre en avant certains clubs, certains joueurs, certaines spécialités du sport, et pas seulement les sports qu'on peut voir à un certain niveau, mais tous les autres sports, puisque lors de nos émissions en studio que nous avons eu la chance de réaliser il y a l'ère d'avant, c'était la pandémie. Nous étions très heureux et nous avons fait de l'audience aussi, voilà. Donc nous on est satisfait d'avoir rencontré aujourd'hui sur ce plateau des équipes, des dirigeants qui ont des projets, mais pas simplement des projets ambitieux, des projets structurés. Ouais. Et je m'entends quand je parle de projets structurés, Franck et moi, on a quand même un passé de sportif derrière nous et on sait, et en plus dirigeant aussi, on sait que pour réussir dans la mission que doit se donner un dirigeant de club, c'est de construire un projet assis sur la formation. Donc voilà, si on n'a pas de formation dans les clubs,
on n'aura que des mercenaires. Donc le projet qui a été défini par François Ventrici et Grégory Wagner. Grégory Wagner, c'est justement ça. Donc je suppose que de toute façon, vous soutenez complètement ces projets-là. Bien sûr. C'est-à-dire que là, on a 2 jeunes dirigeants, Grégory Wagner et François Ventrici, 2 personnes, chefs d'entreprise. Donc déjà, ils savent manager des équipes et ils savent déléguer et c'est leur force. Ils viennent avec tous les 2 des valises de sponsors qui animent le club aussi, parce que c'est une partie intégrante d'un bon fonctionnement de club, et avec un projet, tous les 2, structurant, avec des personnes qui ont déjà fait leurs preuves auparavant, avec une technicité, du professionnalisme, même même en sport amateur, il faut du professionnalisme pour pouvoir grandir. Et donc, ce sont des réels beaux projets qui non seulement est fixé sur la formation des jeunes, donc des clubs où il y aura beaucoup de masse, mais aussi avec des équipes premières qui sera au plus haut niveau, voire en national pour les 2 clubs. C'est leur particularité. Et puis aussi avec un développement de clubs à faire qui pourra aussi être un atout vraiment indéniable pour le bon fonctionnement du club. Et ça, je m'en félicite parce que ils ont vraiment trouvé l'appui nécessaire pour faire vivre les clubs, parce que les subventions, certes, elles ne sont pas extensibles. Nous, on les subventionne, que ce soit l'un ou l'autre, on les subventionne bien à Thionville, mais même s'ils vont grandir, les subventions, elles ne vont pas grandir aussi rapidement que l'évolution des clubs, parce que l'enveloppe, elle est toujours très mesurée, et j'ai 100 clubs de sport à Thionville, et donc je pense à tout le monde aussi. Mais le fait est que ces clubs, que ce soit le hand, que ce soit le foot, que ce soit la TGRS, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui est aussi un des premiers clubs français, que ce soit la boxe, l'escalade, et j'en oublie bien sûr le Sporting Club et tous ces clubs qui sont importants sur Thionville. Demande beaucoup d'intérêt, mais ça donne un rayonnement incroyable sur notre territoire, et ça, c'est une richesse inouïe pour notre territoire aussi. Véronique, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. On te souhaite une très bonne continuation. Je sais que des échéances vont arriver pour toi dans un autre domaine. Oui, c'est vrai aussi. Et je tenais aussi à dire qu'il y a un réel travail au niveau, je suis en train de faire un audit sport au niveau de l'agglomération, parce que la ville de Thionville représente 42 000 habitants, mais l'agglomération c'est 82 000 habitants. On a fait un audit sport qui n'avait pas été fait auparavant pour voir un peu les exigences de chacun au niveau des communes, donc 13 communes qui participent à Port-de-France. Et bientôt il y aura un retour sur ça, et pour dynamiser le sport de haut niveau, et pour avoir des clubs peut-être un plus grand nombre de clubs à l'agglomération, et structurer cette compétence sport qui pour l'instant est là pour le sport de haut niveau. Et moi j'aimerais bien l'élargir à des clubs formateurs, parce que c'est là l'importance et la vision que j'ai, c'est-à-dire le sport de masse, oui, je le privilégie, mais avec des équipes phares et qui donnent l'exemple à tous ces beaux clubs. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Véronique. Merci. À bientôt. Oui. Voilà Jackie, nous terminons donc cette nouvelle émission de Cocktail Sport, où nous sommes très très heureux d'avoir pu la faire sur ce stade de Thionville. Et on vous souhaite à tous, à toutes, une bonne soirée, et à bientôt sur Sport TV 57. Bonsoir. À bientôt, bye bye.